Bonjour, moi c'est Tamita Tatsa Fabrice. Je suis élève professeur en 4e année filière mathématiques à l'école normale supérieure de Yaoundé 1. J'ai fait cette capsule vidéo en qualité de rapporteur du groupe Croix pour le compte des travaux de la didactique des disciplines édit 412. L'article soumis à notre étude est un extrait des travaux du colloque international tenu à l'Université de Bordeaux 2 du 18 au 20 septembre 2008. Ce colloque réunissait Bruno D'Amore, Martha Isabelle Fadinho Pinili, Inès Marazani, Georges Santi, Sylvia Baragli sur le thème des didactiques et leur apport à l'enseignement et à la formation. Nous avons articulé notre analyse sur 3 points essentiels, à savoir la problématique et le cadre d'étude de l'article. Ensuite, le résumé de l'article. Et enfin, nous avons donné quelques éléments de notre épistémologie en tant qu'enseignant. Sans plus tarder, nous commençons par la première partie. Problématique et cadre d'écriture de l'article. Le cadre d'écriture est celui dans lequel s'inscrit cet article. Le cadre didactique est celui dans lequel s'inscrit cet article. Il traite des didactiques, leur rapport à l'enseignement, à la formation et s'intéresse particulièrement à la didactique des mathématiques. Le rôle épistémologique de l'enseignant dans les pratiques enseignement est le thème central de l'article. L'auteur défend la thèse selon laquelle l'absence d'une culture épistémologique adéquate risque d'éloigner les objectifs du processus enseignement-apprentissage. Il fait un rapprochement entre la didactique et la recherche sur l'épistémologie de l'enseignant. Pour soutenir ses propos, il rapproche le concept épistémologique de l'enseignant à certains concepts de la didactique des mathématiques. Il fait l'hypothèse d'une formation épistémologique. Il fait l'hypothèse qu'une formation épistémologique devrait jouer un rôle fondamental dans la formation d'un enseignant. Pour ce qui est du résumé, nous commençons. Plusieurs épistémologies entrent en jeu dans l'action didactique. La formation épistémologique devrait donc jouer un rôle fondamental dans la formation des enseignants. Des concepts tels que le milieu, les obstacles, le concret didactique sont des concepts très importants dans la formation d'un enseignant. Une analyse de l'épistémologie donne lieu à une juxtaposition entre notions de conviction, conception, savoir, connaissance et notions d'épistémologie. Une conception épistémologique désigne un ensemble de convictions, de connaissances et de savoirs scientifiques qui cherchent à définir les connaissances d'un individu ou d'un groupe d'individus et leur fonctionnement, ainsi que les moyens d'évaluer leur validité, de les acquérir et donc de les enseigner et de les apprendre. L'épistémologie scolaire est l'ensemble des opinions, des croyances, des certitudes que l'on retrouve au sein de l'école et qui influencent la transposition didactique et les pratiques enseignantes. L'enseignant devrait faire la différence entre certains préjugés sociaux tels que l'obligation des résultats, le passage d'une étape à une autre, qui sont des manifestations de l'épistémologie sociale. Ces conceptions épistémologiques sont souvent à l'origine des pratiques d'enseignement inadéquates qui écartent les élèves d'un véritable apprentissage. Ces conceptions se manifestent à travers plusieurs comportements qui engendrent les stratégies d'évitement que Brousseau a nommé effet. Nous avons alors l'effet Topaz et l'effet Jourdain. En plus des savoirs à enseigner et des méthodes à adopter, les conceptions épistémologiques de l'enseignant influent également sur l'évaluation. Cela conduit à des comportements et effets tels que la sous-évaluation et donc de bas niveau taxonomique des apprenants, l'allongement illimité du temps d'enseignement. La mise en exergue des concepts de milieu et de situation didactique permettra de montrer combien les systèmes de conviction influent le processus enseignement-apprentissage. Le processus enseignement-apprentissage met en relation l'enseignant, l'apprenant et le savoir. L'apprenant ici
pour afficher sa connaissance, devrait susciter des comportements de manière autonome, calqués sur celui de l'enseignant. Pour le faire, il est primordial de prendre en considération le milieu dans lequel il s'y trouve. Ainsi, l'enseignant se doit d'établir une relation entre l'apprenant, son milieu et le savoir. Néanmoins, ces échanges présentent des lacunes, non-distinction du savoir enseigné et du savoir à enseigner. Dans les années 80, Brousseau affirme que l'apprentissage se construit à travers des sauts de complexité informationnelle et que les phénomènes pouvaient être réalisés en mathématiques. Contrairement aux propos de Gaston Bachelard en 1938, il existe des obstacles en mathématiques. Ceci se voit dans la conception des nombres naturels et leur insertion dans l'ensemble des nombres rationnels, qui se fait par une transformation via l'enseignant, qui le fait quasiment pas remarquer par les apprenants. Ainsi, car ici, on assiste à un obstacle qui s'évanouit dans la transition entre notions complémentaires que sont la conviction et les obstacles épistémologiques. Ici, les enseignants se doivent donc de construire un bagage épistémologique pour répondre aux besoins didactiques. L'épistémologie pratique, philosophique spontanée peuvent être utiles aux enseignants pour aider les apprenants à surmonter des difficultés. Aussi, ces difficultés peuvent être surmontées en respectant certaines clauses d'un contrat entre apprenants et enseignants. Grâce au contrat didactique, nous percevons comment un système d'attente de conviction et d'interprétation sur les mathématiques, influencé par l'épistémologie de l'enseignant, ont de grandes conséquences inattendues et surprenantes dans l'apprentissage des mathématiques. À la suite de l'analyse faite, ont été définis, identifiés au fil des années des constantes de comportement que l'on appelle clauses. Au rang de ces clauses, nous pouvons citer les clauses atteintes, puisque l'apprenant attend une réponse et il faut la lui donner. La clause de constante, celle-ci réside dans les habitudes, et la clause d'existence, et la clause d'exigence à la justification formelle. Elle estime qu'en mathématiques, il faut absolument fournir des calculs. Toutes ces clauses conduisent à des productions erronées, inattendues et surprenantes chez les élèves. L'analyse des convictions des apprenants sur les différentes notions mathématiques occupe une place primordiale dans la recherche ces dernières années. L'étude de certaines notions telles que l'infini, le périmètre, l'air et les fractions a montré certaines méconceptions et les idées fausses des apprenants, parfois causées par celles des enseignants, qui ne peuvent leur enseigner que ce qu'ils connaissent. Ils leur enseignent donc parfois des notions dont eux-mêmes ont une idée erronée. Pour ce qui est de la troisième partie, c'est-à-dire nous passons à quelques éléments de notre épistémologie en tant qu'enseignant. Pour enseigner un savoir, l'enseignant se réfère à un fonctionnement implicite de sa discipline ou à un modèle, Brousseau 1998, pour Souya 2011, il s'agit d'un domaine d'études lié aux cognitions de l'enseignant, ses croyances, ses convictions, ses valeurs, ses théories personnelles professées ou agies. Brousseau introduit la notion d'épistémologie scolaire pour désigner l'ensemble des convictions explicites ou implicites qui circulent au sein de l'école sur les méthodes, les objets, la finalité des connaissances, des enseignements et des apprentissages. Édifiés sur ces définitions, nous nous proposons donc de dégager, en prenant la posture d'enseignant, quelques éléments de notre épistémologie. Ce qui constitue notre épistémologie provient en effet de ce que nous avons vu nos enseignants faire.
Ceux qui nous ont marqués restent de vrais modèles pour nous et leurs pratiques restent pour nous des fils conducteurs. Notre formation à l'école normale supérieure nous a fourni un ensemble de savoirs, de convictions et une panoplie de significations sur ce que constitue le processus enseignement-apprentissage. Ceci constitue également une source de notre épistémologie. Notre posture propre par rapport au savoir, nos conceptions épistémologiques, nos expériences personnelles constituent aussi quelques éléments qui entrent dans notre épistémologie. Ceci met donc un terme à notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. À plus.